Retrouvez dans un instant Marlène Coulon-Gully, professeure émérite à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, lors d'une rencontre autour de l'essai qu'elle a publié aux éditions de l'Aube, Sexisme sur la voie publique, enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 14 avril 2022. Bonne écoute. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Je m'appelle Caroline Pain, je suis journaliste à la Dépêche du Midi et c'est moi qui suis présente pour présenter le livre de Marlène Coulon-Gully et échanger avec vous à la fin de cette présentation. Donc pour commencer, quelques mots sur vous, Marlène. Donc vous êtes professeure émérite à l'Université Jean Jaurès Le Mirail. En sciences de l'information et de la communication, vos travaux portent sur le genre, les médias et la politique. Parmi vos ouvrages déjà parus, on notera également Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles et Présidente, le grand défi, paru en 2012. Vous faites partie du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis sa création en 2013, ainsi que de l'Observatoire de l'égalité de l'ARCOM, anciennement le CSA. Vous vous investissez également dans des projets de recherche d'envergure comme celui de l'ANR sur l'accès des femmes et des hommes à la parole et le Global Media Monitoring Project pour lequel vous êtes coordinatrice française. Il s'agit d'une étude mondiale qui vise à analyser les sexospécificités présentes dans les médias de différents pays. Donc sur cet ouvrage, Sexisme sur la voie publique, paru en mars dernier, vous analysez à travers plusieurs décennies et plusieurs portraits de femmes les ressorts du sexisme dans le domaine politique, avec un prisme en particulier, celui de leur voix. Comment prennent-elles la parole pour dire quel type de discours, pour défendre quel type de projet, quelles sont les réactions à leurs interventions ? Alors que ce soit pour des fonctions de ministre, de porte-parole du gouvernement ou en tant que candidate à l'élection présidentielle, vous expliquez que toutes ces femmes font face à un système patriarcal qui est fait par les hommes et pour les hommes. Pour être prises au sérieux dans ce monde et ne plus se sentir comme des intruses, comme vous l'expliquez, elles doivent déjouer les codes masculins, mais aussi les stéréotypes de genre qui leur sont assignés. Alors si vous notez quand même une évolution au bout de 40 ans à partir desquels vous avez fait cette étude, au même titre que la société elle aussi évolue sur ces sujets, il semblerait qu'il y a encore du travail à accomplir pour en venir à bout de ce que vous appelez avec un jeu de mots, avec un jeu de mots habile, la malédiction, en 2 mots. Alors justement sur cette question de la voix que vous expliquez dans ce livre, qui est parfois qualifiée pour les femmes de trop aiguë, trop forte, une voix criarde, une voix de poissonnière, vous écrivez donc dans cet ouvrage que c'est souvent un moyen de disqualifier les femmes en politique. Alors pourquoi avoir voulu analyser le sexisme par ce biais-là, et en quoi est-ce symbolique d'analyser la voix des femmes politiques ? Bon, ok. Vous avez 1 heure. D'accord. Et 4 pages. Merci Caroline d'abord pour cette introduction, pour cette présentation et pour ce résumé enlevé de mon travail et pour cette question qui n'est pas une question piège et à laquelle je vais essayer de répondre. Alors pourquoi la voix ? D'abord, moi, j'ai toujours été très sensible aux histoires de voix. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne dira rien. Mais autrefois, on avait des trucs qui s'appellent des téléphones et sur lesquels ne s'affichait pas la voix des interlocuteurs. Et il se trouve qu'étant très sensible à la voix, j'avais cette sensibilité qui me permettait d'identifier très vite la voix des gens qui appelaient. Et c'était un vrai motif de fierté pour moi, puisque sans que les noms s'affichent, je pouvais dire tout de suite « Ah, bonjour, un tel, etc. etc. » Donc, la voix, oui, c'est quelque chose qui m'interpellait à titre personnel et je crois que c'est quelque chose qui nous travaille tous. On est tous très sensibles à la voix. La voix fait appel à notre imaginaire. Hein. On le sait, là encore, quand on entend quelqu'un au téléphone, qu'on demande « Tiens, bonjour, ça va ?» que la personne vous dit « Oui, oui, ça va ».
mais que la voix nous raconte une autre histoire et nous dit que ça ne va pas, on sait très bien que les mots, finalement, rendent les armes devant ce que nous dit la voix, et que c'est la voix que l'on va croire. Donc voilà, je crois que la voix est extraordinairement puissante et qu'elle en appelle aussi beaucoup à l'imaginaire. Je pense là encore que nous avons tous et toutes fait cette expérience de connaître quelqu'un uniquement par la voix à partir de laquelle on se bâtit. Tout un portrait psychologique, physique, etc., etc. Et face à ce portrait imaginaire qui est construit à partir de la voix, le portrait réel, la personne réelle, s'il nous arrive d'aventure de la rencontrer, ne peut absolument pas être à la hauteur. La déception est fatalement au rendez-vous. Donc la voix a vraiment une puissance d'incarnation qui est extraordinairement forte. Donc, la voix, c'est quelque chose de très individuel, de très personnel, qui nous raconte souvent beaucoup plus que les paroles. C'est quelque chose qui est difficile à qualifier. Là encore, les mots doivent rendre les armes devant la voix. Comment est-ce qu'on caractérise la voix d'une personne? On peut dire elle est aiguë, elle est grave, la diction est rapide ou elle est lente, mais caractériser la voix, c'est compliqué. Roland Barthes parle du grain de la voix. Yankelevitch parlerait peut-être de ce je ne sais quoi qui caractérise une voix. Ça échappe, en fait. La voix échappe. Elle excède, elle échappe, elle est au-delà. Elle est vraiment inscrite dans l'identité des individus et pourtant, elle est aussi éminemment sociale. Et ça, c'est un point qui est aujourd'hui bien renseigné, mais que je n'imaginais pas en commençant à travailler sur ces questions-là. La voix est fortement corrélée aux identités culturelles. Elle est fortement corrélée aux attentes et aux impératifs sociaux. Par exemple, on sait que les Américains ont une voix plus grave, globalement, que les Allemands ou que les Polonais. On sait que les Japonais ont une voix beaucoup plus aiguë que beaucoup d'autres nations. On sait que les personnes bilingues, par exemple, n'ont pas la même voix selon la langue dans laquelle elles s'expriment. Donc, voilà, c'est de l'individuel, mais c'est aussi une identité collective qui est travaillée par la voix. Et parmi les éléments qui travaillent la voix sur le plan collectif, le genre est une donnée extrêmement importante. Dans nos sociétés hétérosexuelles, binaires, les voix des petites filles sont très tôt amenées à s'identifier aux voix de femmes. Et les voix des petits garçons sont amenées à s'identifier aux voix des hommes. Donc, à partir des données physiologiques, biologiques de la voix, des cordes vocales, on sait que les femmes ont des cordes vocales qui sont un peu plus courtes, un peu plus minces que celles des hommes, ce qui tendanciellement fait que les femmes ont des voix un peu plus aiguës que celles des hommes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des voix plus graves que celles des hommes et beaucoup d'hommes qui ont des voix plus aiguës que celles des femmes. Mais bon, tendanciellement, ça marche comme ça. Mais à partir de là, le travail d'assignation du genre va faire que les femmes vont adopter des voix plus aiguës et les hommes vont adopter, ou les petits garçons, les filles vont adopter des voix plus aiguës et les petits garçons vont adopter des voix plus graves. Donc voilà, ce travail de la voix va s'ancrer dans cette binarité genrée qui caractérise nos sociétés. Et les voix graves, et j'en arrive à la réponse à votre question, et les voix graves, en fait, sont connotées de façon positive comme transmettant de l'autorité, de la puissance, du savoir, alors que les voix aiguës sont discréditées, disqualifiées lorsqu'il s'agit précisément de travailler sur la question du pouvoir. Donc il est très difficile d'incarner en fait une parole d'autorité avec une voix de femme, d'où la tendance qu'ont beaucoup de femmes à adopter ce qu'on appelle des voix de camouflage. Voix de camouflage, alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Margaret Thatcher est un exemple extraordinaire qui a travaillé sa voix pour la faire baisser considérablement, ce qui lui apparaissait comme étant la condition nécessaire pour réussir à s'imposer face au parti qui était le sien. On a des exemples plus récents sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Et plus globalement encore, et au-delà même de la question des femmes en politique, on sait que ce qu'on appelle le vocal fry consiste, pour beaucoup de femmes, à parler avec une voix craquée,
2 octaves plus bas que la voix normale. Tout ça, là encore, pour s'imposer, parce que une voix aiguë ne connote pas l'autorité, le pouvoir et la puissance. Donc, la question de la voix, je pense qu'elle est vraiment au cœur des identités genrées et que précisément lorsqu'on est dans des positions de pouvoir, alors ça touche les femmes politiques, mais ça touche aussi beaucoup de femmes qui sont à la tête d'entreprises et qui doivent s'imposer. Ça touche en fait quantité de personnes lorsqu'elles sentent qu'elles doivent se placer en situation de domination. Donc les femmes politiques, très rapidement, sont attrapées par leur voix. Et à l'origine de ce livre, il y avait effectivement ce constat. Vous avez évoqué le fait que j'ai travaillé pendant 2 mandats au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une instance en fait qui associe quelques chercheurs, pas assez, et puis des personnes d'associations qui travaillent sur le terrain sur les questions d'inégalité de genre et pas mal de politiques. Et ce qui me frappait, c'était effectivement le témoignage de ces femmes politiques concernant la façon dont leur voix était reçue. Et puis, quand j'entendais à la radio, quand je lisais les médias, les propos des journalistes, pas vous, hein, mais les propos des journalistes en règle générale, pas la Dépêche, jamais. Donc, c'était souvent sur la voix que les femmes étaient taclées. Les femmes avaient une voix trop aiguë, vous en avez donné un certain nombre de caractérisations, voilà, une voix trop aiguë qui tendait vers l'hystérie, une voix comme des ongles sur un tableau noir, etc., etc. Donc voilà, je crois que la question de la voix, elle est centrale dans la fabrique des identités de genre et que c'est par la voix très souvent que les femmes sont disqualifiées lorsqu'elles sont dans des positions de pouvoir. Bravo. Et alors, à l'inverse, donc, les femmes ont du mal à utiliser leur voix en politique, mais les hommes, eux, n'ont aucun problème pour utiliser leur voix et appliquer donc ce sexisme ambiant avec d'un petit florilège que vous nous avez remis dans le livre, notamment une interjonction qui avait été faite à Cécile Duflot alors qu'elle était ministre du Logement, quand on lui avait dit « enlève les boutons » parce qu'elle portait une robe, tout simplement, dans l'Assemblée nationale, ou alors d'autres députés plus récemment en 2020 qui ont été traités de petites connes, d'autres de poissonnières, ou alors d'autres de folles. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ce florilège-là, qui est quand même au début du livre, je me suis dit, bon, on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'auberge. Est-ce que vous estimez, avec voilà, ces 40 ans que vous avez décryptés, qu'il y a eu une évolution ? J'aimerais bien que vous nous disiez oui, quand même. Est-elle bonne ? Et là, quel constat on peut faire aujourd'hui dans cette situation actuelle du sexisme en politique ? Merci pour cette question. Alors, est-ce qu'il y a une évolution ? Merci beaucoup. Donc, on passe à la question suivante. Non. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Faites-moi penser d'y revenir sur la voix comme projection des imaginaires sociaux. Bon, voilà, je le mets sous un coin du tapis, mais j'aimerais bien dire quelque chose là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une évolution ? On écrit des livres maintenant là-dessus. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Comment prendre tout ça ? Quand on avait préparé cet échange, ce que vous aviez souligné, c'était le fait qu'en fait, ce qui était dit il y a 30-40 ans, c'était quelque chose qui, par exemple, pour moi, jeune femme de 28 ans, est très choquant parce que c'était des choses vraiment grossières, vulgaires, que heureusement aujourd'hui on ne dit plus vraiment. Mais du coup, ça a laissé la place à un sexisme qui est un peu plus insidieux, qu'on va avoir peut-être plus de mal à nommer, en dehors de ces beaux exemples qu'on vient de citer. Et peut-être qu'il est plus difficile de lutter contre ce sexisme-là, puisqu'il est moins visible. Oh, je pense qu'on a à la fois du sexisme bien visible et bien audible et bien dit, et puis du sexisme plus insidieux, et on a même du sexisme bienveillant. Ça, je pense qu'on a toute la palette des formes de sexisme qui s'expriment. Mais pour en venir à cette question du sexisme qui s'exprime lors des prises de parole dans les assemblées, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on fait le constat que dans ce Parlement qui est le nôtre, le Parlement c'est le lieu où l'on parle ment
et on ment et on parle, mais dans ce Parlement, ce n'est pas la présence des femmes politiques qui suscite l'injure et la réaction sexiste. Et là, la plupart des témoignages sont convergents. Ce n'est pas quand elles sont là que se déchaînent les manifestations sexistes, c'est quand elles prennent la parole. Et c'est quand les femmes politiques s'expriment que se déploie toute cette variété des formes de sexisme qu'on évoquait, explicite, implicite, bienveillant, malveillant, tout ce que vous voulez. Donc on a le sentiment que c'est vraiment autour de la parole que se nouent un certain nombre de réactions extrêmement violentes, comme si c'était lorsque les femmes prennent la parole qu'elles empiétaient, à un moment donné, sur une prérogative masculine. Donc, les femmes, on veut bien les voir, on aime d'ailleurs beaucoup les voir, hein, c'est ce qui s'exprime globalement, mais on ne veut surtout pas les entendre. Et ce sur quoi on pourrait peut-être rebondir, c'est sur la façon dont la parole a été quand même construite comme un privilège masculin, alors que les femmes ont, avec constance, été tenues à la lisière de l'ordre du discours. Et on a là un processus, alors on va parler d'évolution, mais c'est un processus de sédimentation lente et longue qui explique aussi les difficultés que peuvent avoir aujourd'hui les femmes à s'exprimer. Parce qu'on ne déconstruit pas en quelques années ce qui a été construit sur des siècles, voire des millénaires. Alors, je voudrais quand même revenir là-dessus parce que je crois que c'est important aussi dans la façon dont nous vivons les unes et les autres et les uns et les autres ce rapport à la parole. Enfin voilà, Mary Bird, dont vous avez peut-être entendu parler, est une spécialiste d'antiquité grecque et latine, et elle montre très bien ce fil rouge de l'exclusion des femmes de la parole dans l'antiquité grecque ou dans l'antiquité latine. Elle montre que chez Homère, par exemple, chez Aristophane, dans les Métamorphoses d'Ovide, tout est fait pour clouer le bec aux femmes. Et du coup, j'ai relu les Métamorphoses, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Rappelez-vous la pauvre Io qui est transformée en vache par Jupiter et qui ne peut plus que beugler. Rappelez-vous la nymphe Écho, hop, 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 qui est condamnée à ne plus répéter que la parole des autres. Rappelez-vous Philomèle, violée, qui se fait arracher la langue par son agresseur pour qu'elle ne puisse pas le dénoncer. Et c'est extraordinaire de voir combien les femmes, effectivement, sont rejetées de l'ordre du discours. Et par la suite, toute l'histoire a contribué, que ce soit les religions, notamment les grands monothéismes, qui n'ont pas vraiment tout fait pour que les femmes prennent la parole. On se rappelle en particulier ce propos de Paul, de l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui encore, les femmes ont bien du mal à prendre la parole dans ces univers religieux. Les codes de la bienséance bourgeoise ont pris le relais. Et on sait là encore qu'une femme digne de ce nom ne la ramenait pas, ne l'ouvrait pas. Ou alors elle signait son appartenance sociale comme relevant des classes populaires. L'ouvrir, la ramener, rire en public, tout ça n'était pas concevable lorsqu'on était une femme de la bourgeoisie. Une femme qui répond ne trouve pas de mari, dit le juste dicton. Quelle chance. Donc, on voit bien comment, constamment, au fil des millénaires et des siècles, s'est construit cette dichotomie avec la parole comme apanage des hommes et le silence comme injonction faite aux femmes. Et pourtant, elles ont la réputation d'être bavardes. Alors moi, je le suis là, mais parce que voilà, je suis en position de l'être. On pourra aussi en discuter. Mais elles sont bavardes parce que leur parole est évaluée non pas à l'aune de celle des hommes, mais à l'aune du silence qu'on attend d'elles.
Donc on a là un double standard qui est intéressant et qui est mis au jour justement par les études scientifiques qui montrent que non, les femmes ne sont pas plus bavardes que les hommes, elles sont simplement plus bavardes que si elles étaient silencieuses. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir comment fonctionne ce double standard. Alors, est-ce qu'il y a évolution ? Eh bien, je n'en suis pas sûre. Vous vouliez entendre oui ? Ça m'embête un peu. Écoutez, on reproche souvent aux médias de ne pas être très positifs. J'aurais voulu un petit peu de... Oui, mais bon, soyons réalistes. Soyons réalistes, soyons lucides. Je crois quand même que la dernière campagne présidentielle, avec l'épisode de Valérie Pécresse, nous montre que les choses ne sont pas aussi simples. Ou même avec Anne Hidalgo, qui prenait la parole et qui était systématiquement taclée. Donc, je pense que l'épisode de Valérie Pécresse est particulièrement intéressant parce qu'il a fait l'unanimité. C'est rare. C'est arrivé un certain nombre de fois quand les femmes ont pris la parole. Bon, dans le livre, j'évoque l'épisode Édith Cresson, en 1991, première ministre, qui a fait, paraît-il, un discours épouvantable. Je l'ai écouté. J'ai écouté beaucoup d'autres discours de politique générale d'autres premiers ministres. Bon, il n'était peut-être pas flamboyant. Mais croyez-moi, quand vous écoutez le discours de Jean-Marc Ayrault, vous écoutez le discours d'Édouard Philippe, ils ne sont pas flamboyants non plus. Donc ce qui s'est joué dans la réception de ce discours, comme dans celui de Valérie Pécresse, mais j'y reviendrai, c'est là encore une forme de sexisme qui veut que lorsqu'une femme prend la parole, elle est discréditée. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. Tant pis pour... On parlait d'évolution ou non-évolution. Évolution, non-évolution. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la voix, le discours, c'est une surface de projection des imaginaires sociaux. C'est une surface de projection. Donc, quand on veut disqualifier quelqu'un, on va se saisir de sa voix, de sa façon de prendre la parole pour la disqualifier. Et du coup, effectivement, ce sexisme à l'égard des femmes qui prennent la parole est particulièrement virulent. Et j'ai lu un peu, suite à ce discours de Valérie Pécresse, c'était au Zénith, voilà, le 13 février, les réactions sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant. C'est d'une violence extrême. Alors, certes, son discours, au regard des attendus d'une éloquence, d'une grande éloquence, n'était peut-être pas fabuleux, mais là encore, écoutez les différents présidentiables, je ne suis pas sûre qu'un Jean Lassalle ou autre se caractérise ou se qualifie vraiment de façon formidable sur le plan de l'élocution, sur le plan rhétorique. Mais voilà, ça a été l'occasion de lui dire, tu es une femme, tu as une voix de femme, tu as une parole de femme, tu as emprunté les codes de ton discours et tu n'y es pas. Donc, voilà. Stop. Et c'était justement ma question suivante, parce que quand vous racontez donc, ces histoires de différentes femmes politiques, on voit qu'elles sont souvent confrontées à des codes masculins. Donc, elles sont face à un dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux les reprendre, les déjouer et en même temps, il faut répondre à des attentes de ce que devrait être une femme politique, mais selon les hommes. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Et vous donnez notamment l'exemple de Christiane Taubira, qui, elle, a réussi à déjouer les codes de la rhétorique, qui a surpris beaucoup pour son discours sur le projet de loi sur le mariage pour tous. Donc, au final, comment une femme politique peut-elle faire ? Sur quel pied peut-elle danser ? Est-elle forcément critiquée, quoi qu'elle fasse ? Alors, le cas de Christiane Taubira est évidemment intéressant, puisque, bon, qu'il s'agisse de Christiane Taubira ou de Jean-Luc Mélenchon, ce sont toujours les deux personnes qu'on présente quand même comme étant les personnalités politiques qui font preuve d'une éloquence accomplie. Et effectivement, l'un comme l'autre éveille, je crois, nos nostalgies oratoires, parce que ce sont des personnes qui parlent sans notes, qui ont incorporé tous les codes de la rhétorique, ils les ont suffisamment incorporés pour pouvoir en jouer et les déjouer. Et c'est vrai que ce discours de Christiane Taubira est
particulièrement intéressant. C'est celui que j'analyse dans le livre. Je vous rappelle rapidement le contexte. On est en 2013. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, donc sous la présidence de François Hollande, veut faire passer le projet de loi dit du mariage pour tous. Dans la rue, c'est la curée. Christiane Taubira est accusée de tous les maux, les accusations, enfin, les formulations racistes sont épouvantables. Ola, la guenon, bouffe ta banane, elle est caricaturée sous forme de gorille, d'une violence absolument insoutenable. Sans d'ailleurs que beaucoup de sanctions aient été prises, à part face au rédacteur en chef de Minute. En revanche, au sein de l'Assemblée nationale, le climat est tout autre, puisque Christiane Taubira réussit à subjuguer, y compris ses adversaires, par la force de son verbe. Alors, Christiane Taubira a un rapport à la parole qui est tout à fait particulier. Elle en parle beaucoup, d'ailleurs. Elle a beaucoup écrit là-dessus. Elle a intégré tous les codes de la légitimité rhétorique. Elle est hypermnésique. Elle retient énormément de citations, de citations poétiques en particulier. Et donc, elle s'inscrit en ponctuant son discours de ce type de citation dans une forme d'hyper-légitimité culturelle. En outre, elle parle sans notes, et il se trouve que ce débat sur le mariage pour tous, dans ce débat, elle maîtrisait parfaitement son dossier sur le plan technique. Ce n'était pas le cas la dernière fois quand elle est allée à la Fondation Abbé Pierre. Donc, mais là, vraiment, elle a réussi à accomplir vraiment tous les attendus de l'éloquence et de la rhétorique, et elle a été encensée, y compris par ses adversaires politiques, ce qui est suffisamment étonnant pour être souligné. Et je disais tout à l'heure que la voix est une surface de projection des imaginaires sociaux, et c'est assez amusant parce que j'ai travaillé en fait sur la réception des discours et des voix, parce que c'est beaucoup moins la caractérisation intrinsèque des voix, dire voilà, elle est à 150 Hz, elle a tel rythme, etc. Ça, c'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est au contraire la façon dont les voix sont reçues et ce que la réception des voix nous dit en termes d'acceptabilité précisément de la parole publique et de la parole publique des femmes. Et quand Christiane Taubira a pris la parole, les médias ont été complètement dithyrambiques, et je me souviens de un des articles, je crois que c'était dans Le Monde, bon, je le dis, où on dit, en gros, Christiane Taubira est absolument exceptionnelle, elle a la voix de Billie Holiday. Elle n'a pas du tout la voix de Billie Holiday. Et alors, du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait appel à un de nos collègues, Albert Rillard, qui, lui, travaille alors, techniquement sur l'identification de la voix en termes de hauteur, etc. Et il montre que mais, ça n'a rien à voir. Donc, elle n'a pas la voix, Billie Holiday, mais elle a la couleur de Billie Holiday. Et donc, on voit bien que la voix, c'est cette surface de projection des imaginaires sociaux. On va projeter des formes de racisation, on va projeter des formes de sexisme. Voilà, c'est un lieu de cristallisation commode d'un certain nombre ou de stigmatisation, ou alors, en l'occurrence, de propos laudatifs. C'était quoi la question ? C'était ça. Merci, Caroline. Et en dehors justement de la voix à proprement parler, ce que vous soulignez souvent pour les femmes politiques, c'est qu'il y a parfois comme un sentiment d'instrumentalisation. Vous parlez au sujet d'Édith Cresson qui avait au moment de sa nomination peut-être le syndrome de Jeanne d'Arc, donc si vous voulez nous expliquer ça. Et également pour Sibeth Ndiaye quand elle a été nommée porte-parole du gouvernement. Vous interrogez le fait qu'elle pourrait peut-être être perçue comme un bouc émissaire, ou en tout cas qu'on ne peut. Enfin, c'est une sorte de punching ball sur lequel on ne peut pas trop taper parce qu'on pourrait être taxé de racisme. Et bien, en plus, c'est une femme. Donc, est-ce que c'est un moyen pour les gouvernements aussi de se prémunir de critiques en plaçant des femmes, puisque du coup, ils ne pourront pas être taxés de sexisme ? Instrumentalisation,
Alors, oui, c'est vrai que j'écris qu'effectivement, on peut se demander si, par exemple, la nomination d'une Sibeth Ndiaye, par exemple, au poste de porte-parole, n'a pas été faite en partie pour désamorcer des critiques qui pourraient être faites quant aux mesures prises par le gouvernement, les personnes ne pouvant formuler ces critiques sans être taxées de racistes. On a vu que ça ne marchait pas avec Christiane Taubira. Bon, bref. Alors, je pense qu'il faut peut-être pas non plus être naïf sur ce plan-là. Les politistes, les politologues distinguent deux types de représentation. Ils parlent de représentation mandat et de représentation miroir. Et ils disent, voilà, dans le principe représentatif, on peut imaginer que les gens sont là, parlons de la représentation nationale. Les députés sont là pour faire passer des idées et que finalement, quels qu'ils soient, ils pourront faire passer des idées. Et les gens qui avancent le concept de représentation miroir disent oui, mais l'incarnation des individus est également un facteur important dans la façon dont on peut avancer les idées. Et effectivement, je ne suis pas sûre que les revendications des ouvriers soient bien prises en charge par des patrons. Il me semble que les ouvriers pourront peut-être mieux... Enfin bon, voilà. Y compris pour les femmes, d'ailleurs. Les femmes peuvent sans doute beaucoup mieux porter leurs revendications quand ce sont des femmes que quand ce sont des hommes. Donc voilà, la représentation, c'est vraiment l'incarnation est partie prenante de ce travail de représentation, et qu'il fasse l'objet d'instrumentalisation réciproque, d'ailleurs, n'est absolument pas une surprise. Alors, ce qui est intéressant avec le cas de Sibeth Ndiaye, là vous faites référence au développement que je fais sur les porte-paroles de gouvernement. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai complètement découverte. C'est vrai que je ne m'étais jamais interrogée sur le cas des porte-parole de gouvernement. Et il se trouve que j'avais discuté avec Najat Vallaud-Belkacem de cette question de la voix, parce que elle a été porte-parole du gouvernement, elle a été confrontée à un certain nombre de choses, et elle m'avait dit tu devrais essayer de travailler peut-être un peu sur la question des porte-paroles. Et je me suis dit, mais quelle est bonne cette idée. Et donc, je me suis mise à chercher quels avaient été les porte-paroles de gouvernement, depuis quand ça existait, depuis quand on avait des femmes, et est-ce que ça se passait de la même façon en France et ailleurs. C'est vraiment un sujet que j'ai complètement découvert et que j'ai adoré. Et je me suis rendu compte en particulier que la France avait cette particularité, plutôt à l'étranger, les porte-paroles de gouvernement étaient en général des attachés de presse. C'était donc très souvent, puisque les attachés de presse sont souvent des femmes, c'était très souvent des femmes. Or, la France a cette particularité d'utiliser comme porte-parole de gouvernement des politiques. Et comme la politique s'est féminisée de façon extrêmement récente en France, eh bien, les porte-paroles de gouvernement femmes sont un peu nombreuses et deux arrivées récemment dans cette fonction. Donc voilà, c'est assez amusant. Vous avez une idée de combien on a eu de porte-parole femmes ? Non, on ne va pas faire un quiz. Mais bon, donc, alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonction qui est récente, qui s'est récemment stabilisée. Il y a eu des porte-paroles sous la Ve République, un peu, pas du tout, parfois. C'était souvent au début, c'était le ministre de l'Information qui était porte-parole du gouvernement. Bon, puis ça s'est arrêté. Et puis, ça a été pendant un temps le ministre chargé des relations avec le Parlement qui a été porte-parole du gouvernement. Bon, et puis il y en a eu, il n'y en a pas eu. Et en fait, c'est sous Jacques Chirac, en 2002, que la fonction est devenue pérenne. Alors intéressant, pourquoi Chirac en 2002 ? Eh bien parce que ça faisait suite à 3 périodes de cohabitation. Rappelez-vous, cohabitation avec Chirac, cohabitation avec Balladur, cohabitation avec Jospin, et où il a pu sembler important d'avoir quelqu'un qui incarne la parole du gouvernement, d'autant plus important que le président n'était pas du même bord. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour le contexte. J'aurais pu vous parler des porte-paroles de la Révolution, mais enfin bon, on met ça de côté, c'est passionnant. Et donc, la première femme
porte-parole de gouvernement. Pas du tout. Georgina Dufoy. Alors, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne se rappellent pas du tout de qui est Georgina Dufoy. Les plus âgés, peut-être pas non plus. Oui, bah, t'es pas dans les plus jeunes. Donc, mais je pense qu'elle est complètement oubliée de la plupart des gens aujourd'hui. Donc, la première, Georgina Dufoy, la deuxième, Catherine Trottmann. Et donc, j'ai lu évidemment toute la presse qui a été publiée au moment de la nomination de Georgina Dufoy, donc par François Mitterrand, alors que Laurent Fabius était Premier ministre. Pas un mot sur le fait que c'était la première femme porte-parole du gouvernement. Et à vrai dire, elle s'est fait voler la vedette parce qu'en même temps, Roland Dumas a pris les affaires étrangères. Donc les gros titres, c'était quand même plutôt sur Roland Dumas que sur Georgina Dufoy. Mais donc voilà, une féminisation extrêmement tardive pour les raisons qu'on vient de dire. Et alors, on voit bien comment se joue là le phénomène incarnation-représentation. Les gouvernements étaient encore éminemment masculins et surtout le binôme président-premier ministre fondamentalement masculin. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc avoir une femme porte-parole, ça permettait de féminiser à peu de frais l'image du gouvernement. Avoir une femme porte-parole noire alors que les personnes racisées sont absolument minoritaires dans le gouvernement, c'est aussi une façon de prendre en considération la question de la diversité à peu de frais. Donc on voit comment joue le phénomène d'incarnation, de représentation miroir, dans ses avantages et peut-être ses inconvénients. Mais justement, dans le livre, vous soulignez là encore que dans ce rôle-là, elles ne sont là que pour porter une parole. Et donc, c'est un moment où on leur demande, où on leur donne la parole, mais c'est une parole qui n'est pas vraiment la leur, finalement. Qui n'est surtout pas la leur. Effectivement, qui n'est surtout pas la leur. Alors, contrairement, ça aussi, ça m'a été dit par un certain nombre de personnalités politiques, quand on est ministre, on n'est jamais libre de sa parole quand on est dans un gouvernement. Mais enfin, un ministre, une ministre peut tenir un discours en son nom propre. Alors que la porte-parole ou le porte-parole ne peut surtout pas tenir un discours en son nom propre. Il ou elle est là pour incarner globalement la parole et la voix du gouvernement. Donc, effectivement, je m'amuse un peu en disant que finalement, elles accèdent à cette fonction qui est une fonction quand même très, très recherchée. Les candidats porte-parole se battent comme des chiens pour y accéder parce que c'est une position valorisée, etc. Donc, c'est quand même très recherché. Mais ils fonctionnent un peu comme la voix de la pitié. Ils transmettent la voix qui vient d'au-delà, mais ils ne parlent pas, elles ne parlent pas en leur nom propre, effectivement. Et elles sont aussi là pour l'image, comme on vient de le dire, voilà. Et peut-être surtout là pour l'image. Alors, désolée d'avoir ce tropisme de l'actualité, mais il y a quand même un chapitre qui est consacré au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen il y a 5 ans, et on sait que ce débat va se reproduire la semaine prochaine. Je ressens un enthousiasme délirant de la salle. Quel écho est-ce que ça peut avoir pour vous qui avez écrit ce livre il y a 5 ans sans imaginer que ça se reproduirait? Et surtout, comment peut-être Marine Le Pen est maintenant perçue par rapport à ce débat qui avait été quand même une belle débâcle pour elle? Là encore, unanimité. Quand une femme prend la parole et que c'est présenté comme un échec, il y a unanimité. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes abondent dans ce sens. Valérie Pécresse a dit oui. Mon meeting au Zénith était complètement raté. Édith Cresson, quand on lui a dit que son discours de politique générale était mauvais, elle a dit oui, c'était très très mauvais. Moi, je suis dans le faire, je ne suis pas dans le dire. Marine Le Pen, effectivement, ça a été une débâcle, et elle a reconnu publiquement que c'était une débâcle. J'ai pas vu, mais peut-être que j'ai mal cherché, mais quand même, je crois que je n'ai pas vu d'homme politique ayant commis un discours médiocre, etc., reconnaître la chose en disant « Oh mon Dieu, je bats ma poule ». Bon, voilà. Alors, quel regard peut-on porter sur ce nouveau duel Macron ?
Macron-Le Pen. Alors d'abord, ce que je voudrais expliquer, c'est que j'ai analysé dans la dernière partie du livre deux duels mettant en scène un homme et une femme, celui de 2007, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, celui de 2017, Marine Le Pen et Macron. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de voir en quoi l'argument de genre avait pu être mobilisé dans les commentaires qui avaient pu en être faits, et en quoi les outils du genre pouvaient nous être utiles pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. La scène de la Seine, SAINE, colère pendant le débat Ségolène Royal, Sarkozy, colère qui est un topoi féminin, la femme en colère, les Parisiennes sous la Révolution qui défilent dans la rue parce qu'elles n'ont pas assez de pain pour nourrir leur famille, Black Lives Matter, les femmes qui descendent aussi pour dénoncer le traitement qui est... Voilà. Donc il y a vraiment un topos de la-femme-en-colère. Et Ségolène Royal s'est inscrite dans ce topos et elle a été prise à son propre piège, puisque c'est l'accusation d'hystérie qui a dominé dans les commentaires qui en ont été faits. Bon. Alors, Marine Le Pen et Macron. Ça a été une débâcle. Marine Le Pen avait une réputation de bretteuse extraordinaire. On a toujours dit qu'elle était vraiment formidablement à l'aise à l'oral, qu'elle avait un sens de la repartie exceptionnel. Son père avait reconnu qu'elle était effectivement très très bonne et qu'elle tenait ce talent de son père, quand même. Voilà. Et donc voilà, c'est la réputation avec laquelle elle est arrivée à ce débat d'entre-deux tours. Et j'allais dire qu'elle a joué finalement, peut-être pas à front renversé, mais ce qu'on pouvait attendre, disons, des caractéristiques stéréotypiques prêtées aux femmes, elle les a pris à l'envers, d'une certaine façon. Alors, je ne parle pas de l'incompétence dont elle a fait la preuve sur un certain nombre de dossiers confondant SFR, Alstom, etc. Bon, on met ça de côté, mais c'est plutôt dans cet ethos énonciatif qu'elle a incarné, ricanant, ironisant, agressant son adversaire de façon extrêmement forte. Ce ne sont pas des caractéristiques que l'on prête généralement à l'éthos énonciatif des femmes, qui sont plutôt dans le sourire, dans la discrétion, dans la soumission, dans le etc. Donc elle a pris tout ça à contre-pied et ça a culminé dans la scène dite des envahisseurs, où dans une espèce de stand-up, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle s'est mise à rouler des yeux et à parler des personnes qui voteraient Front National, puisqu'à l'époque c'était encore le Front National, comme d'envahisseurs qui seraient là partout sans qu'on les voie, et faisant référence à un propos d'Emmanuel Macron. Donc, elle a été taclée pour son impréparation sur le plan de la compétence, et elle a été taclée sur le fait qu'elle n'incarnait pas une parole de légitimité présidentielle. Se donnant en spectacle, se mettant en scène, agressant son adversaire, faisant un humour incompris d'ailleurs, elle n'incarnait pas une figure de présidentiable. Bon. Alors, je gage évidemment que tout le défi qui l'attend, enfin pas tout, une partie du défi qui l'attend lors de ce prochain duel sera d'incarner une figure de présidentiable. Donc, probablement sera-t-elle beaucoup plus lisse dans son propos. Sans doute n'agressera-t-elle pas son interlocuteur. Mais en même temps, comme elle est je ne veux pas dire qu'elle est à la peine dans les sondages, mais en tout cas, elle est moins bien placée que son adversaire, il faudra aussi qu'elle, non pas qu'elle l'attaque, mais en tout cas qu'elle aille le chercher sur un certain nombre de points. Donc la ligne de crête va être pour elle difficile, on ne va pas s'en plaindre. Donc il faudra à la fois qu'elle aille le chercher, mais qu'elle ne l'attaque pas, parce qu'il faut qu'elle incarne cette légitimité présidentielle. Donc voilà, la ligne de crête va être... Pardon ? Elle y trouvait trop de conseils pour se préparer.
J'avais une dernière question avant de passer le micro à la salle, volontairement un peu plus globale et en sortant un petit peu de la politique. Je trouvais qu'en lisant votre livre, on voyait des choses finalement auxquelles beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent être confrontées. Comment prendre la parole en public, comment se faire entendre. Quels conseils donneriez-vous à ces femmes et quels conseils donneriez-vous aux hommes qui peut-être parfois volontairement ou non, font preuve de ce que vous expliquez comme le manterrupting. Alors peut-être que vous voulez le réexpliquer aussi. Voilà, petit moment conseil avant qu'on passe aux questions du public. Bon, je ne suis pas sûre d'être une bonne coach. Alors je leur conseillerais d'abord d'acheter mon livre. Indispensable. Bon, facile, d'accord, mais vous m'avez tendu la perche. Je pense qu'il faut effectivement faire ce travail de déconstruction de l'éloquence comme étant... il ne faut pas être victime de ce que Bourdieu appellerait une forme d'illusion. Il ne faut pas s'imaginer que l'éloquence est un don. Il ne faut pas s'imaginer que c'est inné. Et je pense que ce qu'il faut faire prendre conscience aux hommes comme aux femmes, c'est qu'on est là dans un produit éminemment construit. Alors construit par des siècles, comme je l'ai dit, de patriarcat, etc., mais construit aussi par la scène qui nous est offerte, par le dispositif de prise de parole. Si aujourd'hui je peux vous parler, c'est parce que je suis sur l'estrade avec un micro dans la main. Si je n'ai pas ces éléments du skeptron, dirait peut-être Bourdieu, je n'aurai pas l'autorité pour prendre la parole. Donc voilà, c'est un processus construit et le caractère systémique finalement de la tenue en lisière des femmes pendant des millénaires doit aussi être conscientisé et par celle-ci et par ceux-ci. Donc cet avantage systémique que peuvent avoir les hommes sur le plan de la prise de parole et de l'éloquence doit être déconstruit et conscientisé. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les hommes ont des facilités pour prendre la parole. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'y a pas de femmes qui ne peuvent pas prendre la parole avec aisance. Ce que je suis en train de dire, c'est que le caractère systémique du sexisme sur la voie publique place les femmes dans une position un petit peu différente de la façon dont les hommes sont situés. Donc voilà, ce travail de déconstruction me paraît extrêmement important. Et puis, je dis toujours qu'il n'y aura pas de révolution de l'éloquence sans une révolution de l'écoute. Et ça aussi, ça me paraît très important. Il faut que nous apprenions à écouter des discours, des propos qui ne sont peut-être pas dans le canon de l'éloquence classique. Considérer qu'à part, je reprends ces deux personnages parce que voilà, Mélenchon et Taubira, on peut prendre la parole de façon intéressante, de façon partagée, en dehors même de ces codes de l'éloquence classique. Rappelons-nous Pascal qui disait « la véritable éloquence se moque de l'éloquence ». Et je crois effectivement qu'il faut que nous apprenions à entendre des paroles heurtées, des paroles qui ne sont peut-être pas aussi fluides que ce qu'on a l'habitude de voir dans un meeting et d'attendre. Mais il faut qu'on ait ce travail d'éducation de l'écoute, sans quoi il n'y aura pas d'évolution sur le plan justement de la parole partagée, qui est si importante sur le plan de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible si on n'est pas tous capables de se saisir de la parole. Magnifique. Donc c'est à vous de prendre la parole. Moi, je ne reposerai pas de questions. Merci Marlène, je ne vais pas monopoliser la parole, on fait partie de la même équipe et je suis toujours fascinée par tes prestations. Moi, je mets en avant l'accent toulousain, là, la première fois que j'ai fait une conférence en tant qu'universitaire, c'était à Orléans, et j'ai bien pris la peine de dire bonjour, je viens de Toulouse, j'ai accent toulousain, et si vous ne me comprenez pas, faites-moi répéter. Donc il y a aussi en France ce phénomène de centralisation culturelle, et une de mes amies, Aline Paillet, qui a été journaliste à France Culture, France 3, tout ça, a beaucoup souffert, elle m'a raconté,
lors de son ascension, d'avoir gardé un peu son accent, donc elle est très occitaniste et elle n'a pas honte de ses racines. Et voilà. Donc en France aussi s'articule au-delà du racisme, sexisme, ce phénomène de stigmate de l'accent, de folklorisation de l'accent, de dénigrement par l'accent, que moi je n'ai pas perdu parce que je suis fière de qui je suis, voilà, sans rien réclamer de plus, mais voilà, donc le discrédit aussi se focalise sur le stigmate des accents, la centralisation parisienne, le français dit standard, voilà. Et évidemment, Christiane Taubira ne pouvait pas avoir la voix de Billie Holiday parce qu'elle parlait anglais et l'autre français. Hein, crible phonologique. C'est juste complètement voilà, faux. merci. Donc, merci Véronique. Effectivement, bon, on l'a vu avec la nomination de Castex au poste de Premier ministre. Castex, hein, donc c'est des manifestations de glottophobie qui étaient bienveillantes. Il a un drôle d'accent, disait de lui Édouard Philippe, mais il est très compétent. Tout est dans le mais, bien entendu. On l'a vu aussi, et je l'analyse dans le livre, ce qu'a été la campagne d'Eva Joly, qui a été discréditée, vilipendée, moquée pour son accent de la façon la plus virulente et la plus violente qui soit. Ça a été vraiment épouvantable. Elle a répondu en montant un petit film qui est une merveille d'intelligence et de subtilité, où elle dit en France, la parole résonne de tous les accents du monde. Je vous encourage à aller le voir, c'est un pur bijou, vraiment. Donc oui, la glottophobie est C'est juste une évocation. Moi, je vais évoquer le doublage au cinéma. Je me rends compte que maintenant, je n'arrive plus à voir, c'est-à-dire à entendre, les grands films des années 30, 40, ça continue en 50, pour les voix qu'avaient les femmes dans ces films. C'est insupportable. Et quand ces femmes sont jeunes, voire petites filles, ou très jeunes filles, adolescentes, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça perdure aujourd'hui, puisqu'on entend encore les dessins animés, tous les dessins animés, les petites filles ont des voix épouvantables. C'est une souffrance, hein. C'est une souffrance. Et voilà, et alors que le garçon, comme ça. Donc, tant qu'il y aura ça... au cinéma, enfin dans la culture de l'oreille que nous avons évidemment énormément, hein, on voit beaucoup de choses et on va beaucoup au cinéma et on voit beaucoup de films, etc. Ça va mal, quoi. C'est juste donc un témoignage. Non, mais on est en plein justement dans dans le sujet et dans cette question de l'éducation, de l'éducation à la féminité pour les petites filles, ou pour être féminine, il faut absolument avoir une voix très perchée et très aiguë. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, non seulement, je ne sais pas si tu as évoqué les films d'animation, non, les petites filles, voilà, les films d'animation. On avait eu avec France Télé une grosse séance de travail et de discussion là-dessus, parce que d'une part, on remarquait que les héroïnes étaient fort peu nombreuses. Hein, dans les films d'animation, les premiers rôles étaient en général tenus par des petits garçons, hein, qui menaient la danse. Et il y avait tout ce problème de la voix, de la sexualisation des personnages féminins, qui est effectivement problématique. Et quand je dis qu'effectivement, il n'y aura pas de modification de l'éloquence, de la parole, sans une modification de l'écoute, ça passe aussi par là. Et alors, juste, voilà, je pensais à une chose quand tu parlais des vieux films où on entendait des femmes avec des voix très aiguës. Ce qui est intéressant, c'est que ce que montrent toutes les études, et je citais tout à l'heure notre collègue Albert Rillard, qui m'avait aidé justement à montrer que la voix de Billie Holiday n'avait rien à voir avec celle de Christiane Taubira. Donc lui travaille sur l'évolution des voix de femmes depuis... Alors,
50 ans, je sais pas, depuis, voilà, ça doit faire une 50 d'années. Donc, il travaille sur un énorme corpus de l'INA, donc corpus enregistré, corpus audio, corpus audiovisuel, etc. Et il montre en gros, enfin, c'est en cours de, voilà, c'est une étude qui est en cours, que la voix des femmes a baissé de 50 Hertz à peu près en 50 ans. Donc, ça aussi, ça interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle se cale sur les standards des voix plus graves pour gagner en autorité? Est-ce qu'elle au contraire, est-ce qu'elle se déprenne de ces injonctions à parler perché et du coup, voilà, elles se sentent plus à l'aise avec des incarnations plus graves? Enfin bon, voilà, ça pose un tas de questions, mais en tout cas, le constat, il est là. Ça joue aussi, sans doute. Juste une question concernant les femmes et la politique. Est-ce qu'il y a une culture politique au sein des partis qui fait que ce sexisme et cette écoute des femmes, ou en tout cas va être plus ou moins virulent, ou de plus ou moins fort, parce qu'on peut voir donc Eva Joly, c'était Europe Écologie Les Verts, il y a eu la campagne de Sandrine Rousseau récemment. Est-ce que souvent dans ces partis de gauche, on dit souvent on a plus de femmes, en tout cas on a cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement ce sexisme est vraiment partout et se décline de la même façon selon les cultures politiques? Alors, le sexisme, il est partout. Ça, c'est certain. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que certains partis... est-ce qu'on peut dire qu'ils ont saisi le problème à bras-le-corps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, que le sexisme est dénoncé plus facilement dans certains partis que dans d'autres. On sait que la culture féministe est plus répandue dans les partis de gauche que dans les partis de droite et que du coup, les femmes dénoncent plus facilement les faits de sexisme à gauche qu'à droite. On entend plus souvent des faits de sexisme dénoncés à gauche qu'à droite, non pas parce qu'ils sont plus nombreux à gauche qu'à droite, mais parce qu'ils y sont moins difficilement dénoncés. Alors, il y a quand même une certaine prise de conscience qui s'est faite, notamment à Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, où ils ont mis très tôt en place ce qu'on appelle la technique de la fermeture éclair. C'est-à-dire que, conscients du fait que les femmes avaient beaucoup plus de difficultés que les hommes à prendre la parole, ils ont mis en place un système qui fait que quand un homme prend la parole, un autre homme ne peut pas prendre la parole à sa suite. Il faut qu'il y ait une femme qui prenne la parole après lui. Et je disais, c'est bien ça. Et il y en a une qui m'a dit, ouais, enfin, ça nous fout la pression. Hein. Bon. Mais enfin, il y a une prise de conscience, certainement. Alors justement, je voudrais rebondir sur la prise de conscience. Est-ce que la prise de conscience, elle ne doit pas arriver aussi du côté des médias? Parce que vous aviez notamment donné des exemples dans Le Monde ou d'autres médias qui utilisent des termes, Billie Holiday, etc. Est-ce que déjà, si les médias s'éduquaient aussi à ça, à arrêter d'essayer de chercher des images? Moi, je suis des médias aussi, donc pour ma paroisse aussi, mais de chercher des images absolument, d'essayer d'essayer de donner des couleurs parfois à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, mais ce qui crée des biais, et ce qui crée des projections, et ce qui fait perdurer justement ces projections. Est-ce que ça pourrait effectivement pas aider à essayer à un moment de prendre les discours comme ils sont, c'est-à-dire des discours, un fond, et pas justement un grain de voix voilà. Alors, oui, alors j'ai travaillé effectivement sur les médias. Alors quand on dit les médias, c'est toujours un peu grossier. Hein. J'ai l'habitude de dire aux étudiants, les médias n'existent pas. Hein. On a des médias spécifiques et tous, évidemment, ne caractérisent pas les choses de la même façon. Mais bon, cette conscience de la façon dont on parle des unes et des autres, des prises de parole des unes et des autres, mais plus globalement des hommes et des femmes politiques et des hommes en général et des femmes en général, c'est un processus long qui met du temps à infuser. Et certains médias ont pris conscience de cette difficulté qu'ils avaient, ou plutôt d'être prisonniers de stéréotypes de genre qui desservaient
en particulier les femmes. Donc voilà, certains médias, certaines rédactions ont mis en place ce qu'on appelle des gender editors. Mediapart a été le premier des médias, l'AFP l'a fait aussi récemment, pour que les copies qui sortent de chez eux soient passées au crible justement de cette réflexion sur les stéréotypes de genre et éviter, entre autres, ce type de caractérisation que vous évoquez. C'est pas simple. Hein. Ça, je vous dire que c'est pas simple du tout. L'AFP, l'agence France Presse, m'avait contacté il y a un certain nombre d'années parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la façon dont ils parlaient des hommes et des femmes. Et donc, avec l'ensemble des étudiants du master dans le cadre d'un cours genre et médias, on avait pris le taureau par les cornes et on avait analysé quelques centaines de dépêches de l'AFP, justement au prisme du genre. Donc, on avait montré un certain nombre de choses, alors pas seulement concernant la voix, mais concernant la caractérisation des femmes et des hommes. Et puis, j'avais rendu compte de ces résultats à la demande de la directrice de l'information de l'époque, à l'AFP, et on voyait bien que c'était compliqué pour un certain nombre de journalistes à entendre. Et ils avaient l'impression aussi qu'on empiétait sur leur liberté de formuler les choses, sur leur liberté d'expression, quand on leur disait, bon, évitez de montrer systématiquement les femmes victimes, évitez de détailler les vêtements, évitez de parler de leur famille, alors que pour les hommes, on ne le fait pas, et puis bon, très bien comme ça. Voilà, c'est compliqué, mais là, je ne suis pas complètement pessimiste. Je pense qu'il y a un travail d'infusion lente et il y a des jeunes générations qui sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus acérées, beaucoup plus affûtées sur ces questions-là. Et je ne désespère pas du tout de la jante journalistique. Mais j'aimerais aussi que nous, en tant que lecteurs et lectrices, ou auditeurs et auditrices, ou téléspectateurs et téléspectatrices, tout ce que vous voulez, nous soyons aussi un peu plus exigeants de ce côté-là. Et qu'on renvoie aux médias incriminés le fait qu'ils n'ont pas à parler comme ça des femmes, etc. Ou les boycotter carrément. Oui, il me semble qu'on peut aussi faire une remarque par rapport à la persistance quand même des stéréotypes de genre. Quand on est dans une maison de la presse et quand on voit, alors ça c'est quand même encore énorme, quoi, qu'on voit qu'il y a une presse qui est une presse féminine, une presse qui est... Donc là-dessus, je ne sais pas très bien comment on peut agir, mais c'est déjà une sorte de détermination, notamment ce dont vous parliez, sur la projection justement des imaginaires. Là, c'est déjà apparemment imposé, quelque chose qui est imposé. Donc, je crois qu'il y a du boulot, quoi. Oh, il y a du boulot, là, je vous rejoins complètement. Le kiosque est genré. Complètement. Complètement genré. Alors ça fait partie justement de ces processus d'infusion lente, de socialisation lente, comme le fait d'avoir des toilettes féminines, des toilettes masculines, des vestiaires féminins, des vestiaires masculins à la piscine. Voilà. Sans arrêt, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que quand les papas arrivent avec leurs petites filles ou les mamans avec leurs petits garçons à la piscine, ils ne savent pas très bien si on va... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le truc. Alors, ça se passe assez bien quand les mamans arrivent avec les petits garçons dans les vestiaires féminins. C'est plus compliqué quand les papas arrivent avec leurs petites filles dans les vestiaires masculins. Bon, bref. Donc, effectivement, ça fait partie de ces processus de socialisation lente qui, très vite, très tôt, nous rappellent que l'on est qui un petit garçon, qui une petite fille. Voilà. Système de bicatégorisation genrée. Et la force des médias, la force de la socialisation, c'est ça. Nous ramener toujours à cette bicatégorisation. Je me permets juste de rebondir sur une chose. Étant donc journaliste à la Dépêche, moi, ça fait 1 an que je travaille à la Dépêche. Et très souvent, le soir, on doit passer dans les éditions de chaque département pour regarder si tout va bien, si tout est rempli, etc. Et très souvent, moi, le soir, je tombe sur des titres, notamment de sujets sur des violences faites aux femmes.
qui sont très problématiques. On a peut-être tous en tête le fameux titre « Ivre, il rentre dans un platane », etc. On a maintenant cette déclinaison aussi pour les sujets sur les violences faites aux femmes. Elle lui refuse un rapport sexuel, il la pince. Il la trouve au lit il trouve son ex-compagne au lit avec une femme. Il écope de 10 ans de prison. Mais en fait, entre ces deux moments-là, il a battu et violé sa femme. Donc, il y a un petit travail qui s'opère, mais qui est là vraiment, pour le cas de la dépêche, une question à la fois peut-être générationnelle, parce que les personnes parfois qui écrivent ça ont toujours écrit ça, et on ne leur a pas vraiment dit avant que c'était un peu problématique. Et quand on entame la discussion, il y a cette question de « mais je suis journaliste, donc je connais mon métier, donc je sais comment j'écris, et si j'estime que je veux écrire comme ça, et si j'estime que c'est un bon titre, je laisse comme ça ». Donc il y a des discussions qui s'opèrent lentement, il y a des messages qui sont faits passer, mais est-ce que les personnes qui sont en charge de ces décisions-là sont prêtes à les entendre? C'est un autre débat. Ce qui est quand même dommage parce que, à mon sens en tout cas, les médias sont censés refléter des mouvements de société ou faire écho à la société, et on voit bien que ce genre de titre-là, en plus, ne va pas donner envie de lire en général. Donc c'est aussi aller à rebours de ce qui se passe autour. Mais bon, voilà, pour vous donner une petite aperçu de l'intérieur, c'est... Non, voilà. Après, moi, je leur propose souvent des titres vraiment factuels. Alors oui, ça donne peut-être moins de clics, mais au moins, il a violé son ex-femme, il est condamné à la prison. En plus, il est condamné, donc c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, faisons quelque chose de factuel, mais il y a quand même encore beaucoup cette culture-là de donnons des détails qui n'ont rien à voir, ou alors attirons l'œil du lecteur en pensant que c'est ça qui va donner envie de lire. Oui, alors moi je ne m'étais pas posé la question du problème de la voix des femmes jusqu'à découvrir votre livre. Et parce qu'effectivement, on voit ici défiler en ombre blanche des tas de femmes de lettres qui parlent très bien, à la Grande Librairie aussi, pas plus tard qu'hier soir. Dans le monde du journalisme politique, sur les chaînes d'infos, il y en a partout, des femmes qui parlent très bien. Dans le domaine de la science, des sociologues, enfin voilà, bon, il y a plein de femmes qui savent bien parler. Et donc pour moi, la voix a un sexe, mais l'art oratoire n'en a pas. Et l'art oratoire, ça dépend de certains critères, effectivement. Pour reprendre Pécresse, le problème de sa voix, il n'est pas là. C'est sur d'autres critères bien objectifs de l'art oratoire. Et c'est là qu'effectivement, ça pêchait. Pareil pour le débat entre Macron et Marine Le Pen la première fois. C'est des critères... Un débat pour accéder à la présidence de la République, c'est assez rationnel, c'est sur des programmes, etc. Et là, effectivement, l'attitude et la manière de répondre de Marine Le Pen, pour moi, n'était pas à la hauteur des enjeux et de ce qu'on attend effectivement d'un président. Et alors, autre chose aussi, je voulais dire, la voix. Moi, quand j'entends parler une femme, j'attends une voix féminine, et quand j'entends une voix grave, pour moi, il y a une dissonance. Donc moi, c'est l'inverse. Une voix grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc l'art oratoire pour une femme, c'est utiliser sa propre voix, sa voix féminine, et d'en faire une arme, justement. Donc je ne vous suis pas là-dessus. Et il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Bon, enfin voilà, déjà pour cet aspect-là. Alors, je pense qu'il faut d'abord, effectivement, peut-être éviter d'essentialiser les choses en parlant de la femme, la voix féminine, l'homme, la voix masculine, etc. Ce que je pense avoir essayé de montrer, c'est que tout ça participe de processus de construction sociale. Donc, une voix féminine, c'est une voix qui est socialement construite pour être féminine. Je ne suis pas sûre que ce soit la voix intrinsèque de... Je ne suis même pas sûre qu'on ait une voix intrinsèque qui soit, etc., etc. Donc ça me paraît quand même très important de se rappeler que la voix participe, comme beaucoup d'autres choses, de processus de construction sociale, et que ces processus de construction sociale sont tributaires d'un certain nombre de stéréotypes de genre. Ça me paraît important. Ensuite, dire, il n'y a pas une rhétorique, il n'y a pas une rhétorique masculine ou féminine, il y a une bonne rhétorique ou il n'y a pas de bonne rhétorique. Mais je crois que là encore, c'est faire fi de la façon dont les critères rhétoriques ont été construits au fil du temps. Pourquoi est-ce qu'on a considéré que le discours de Valérie Pécresse était un discours qui était complètement raté ? Eh bien, parce qu'elle s'est efforcée dans ce discours de coller à des attendus
On le sait maintenant, elle a été coachée par, je ne sais plus, Dupond-Moretti, et puis... non, peut-être pas Dupond-Moretti. Non, excusez-moi, pas du tout. Non, il est de l'autre côté. Enfin, il est ailleurs. Par quel grand avocat? Enfin bon, elle a été coachée par des avocats qui ont eu à cœur de la faire coller à des attendus d'une rhétorique forgée par et pour les hommes. Donc, cette espèce de solennité où elle se met à parler et à regarder la foule. Enfin, vous m'avez manqué. Bon, ça sonnait faux parce que c'était emprunté. Et c'était emprunté parce qu'on n'imaginait pas qu'un discours pût être bon en dehors d'une forme d'éloquence qui a été codifiée par et pour des hommes. Alors, je rappelle quand même que les codes de notre éloquence politique ont été forgés, entre autres, sous la Révolution. Les grands noms de l'éloquence politique, c'est qui? C'est Mirabeau, c'est Danton, etc., etc. Donc, c'est quoi la bonne éloquence politique? Eh bien, c'est une éloquence qui se fonde sur une puissance oratoire extrêmement forte. Enfin! Et puis, une gestuelle très ample. Alors, pour une femme, c'est toujours un peu compliqué, hein, et ça, Ségolène Royal l'avait bien dit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une gestuelle ample? Comment est-ce qu'on fait pour lever les bras sans qu'on se découvre en bas? Une gestuelle ample, une façon de fixer l'auditoire pour imposer sa stature d'homme ou de femme politique et rhétorique, etc. Donc tous ces codes ont se sont imposés au moment de la Révolution et mettent à mal cette éloquence qui, elle, a été construite, par exemple, dans les salons, et qu'on considère comme étant une éloquence plus féminine, construite plus féminine, davantage dans un art de la conversation. Et ce que vous disiez concernant toutes ces femmes qu'on voit à la grande librairie, à ombre blanche partout, qui parlent de façon très aisée, elles ne sont pas justement dans cette configuration-là. On est là dans un vis-à-vis discursif, une interaction conversationnelle très sympathique, en tout cas de mon point de vue. Mais je ne suis pas là à devoir dominer la foule et à vous emporter dans mon discours. Et c'est là que commencent les embêtements. Et je me souviens avoir échangé, alors c'était avec Sandrine Rousseau, qui disait, finalement, cette campagne, à cause du Covid, nous évitera peut-être les grands meetings et nous évitera peut-être, à nous, les femmes politiques, d'avoir à emprunter ces codes qui ne sont pas faits pour nous. Si on reste dans le cadre de petits débats en vis-à-vis, ça va le faire. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment déconstruire en permanence tout ce qu'on considère comme allant de soi et qui est socialement attribué. Olympe de Gouges ou Madame Roland, Olympe de Gouges... Oui, bien sûr. Donc, Olympe de Gouges qui disait une femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit aussi pouvoir monter à la tribune. Bon, on sait très bien qu'elle a eu les honneurs de l'échafaud plutôt que de la tribune. Madame Roland, qui aurait pu imposer des codes rhétoriques, qui était une très grande femme politique, d'une éloquence reconnue, elle aussi a été décapitée. Et les femmes, pendant la Révolution, puisque c'était la suggestion qui était faite, les femmes qui étaient très présentes dans la Révolution, aussi bien dans la geste révolutionnaire que dans le discours politique, ont commencé par être considérées comme étant bien gênantes. On leur a demandé de se taire et puis on leur a demandé de partir dans des lieux réservés et puis on leur a purement et simplement interdit l'accès au vote. On a mis un sacré temps pour l'avoir. Mais bon, donc... Alors moi j'en ai une. Alors je vais faire mon mea culpa. Déjà j'ai pas lu ton livre. Donc, je vais peut-être poser une question dont la réponse est dans le livre. Je suis navrée. Je voulais te demander si tu avais quand même aussi tenu compte. Moi, j'ai le souvenir du dérapage de Macron.
Et tu n'en parles pas, par exemple, là, en tout cas, du tout, peut-être dans le livre, c'est pour ça que je vais le lire, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire que je trouve que cette déconstruction, elle est importante aussi pour les hommes, parce que il y a aussi cette injonction au code masculin dont tu viens de parler et de rappeler. Et moi qui suis beaucoup en présence d'étudiants masculins, je peux te dire qu'il y en a plein qui sont timides, qui ne sont pas éloquents, mais qui ont une trouille bleue à l'idée de prendre la parole, de devoir prendre la parole, etc. Et que donc ça fait peser aussi sur les hommes un devoir d'éloquence, de puissance, etc., qu'il faut effectivement aussi déconstruire. Et je me rappelle du dérapage de Macron, tu sais, quand sa voix s'est éraillée tellement il criait, etc. Qu'est-ce que tu en dirais de ce passage-là ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas si tu as eu des, tu vois, en termes de réception, s'il y a eu... Bien sûr. Voilà, alors, deux choses. Quand on parle des hommes et des femmes, on parle de classe de sexe. Et évidemment, il faut articuler ça avec la question de la classe sociale, les gens qui sont éduqués, pas éduqués, habitués à, pas habitués à, etc. Donc, il y a un complexe intersectionnel qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr que bien des hommes, ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas plus à l'aise dans la prise de parole que bien des femmes, etc. Alors, s'agissant de Macron, que j'analyse dans mon bouquin, donc... effectivement, sa voix part dans les aigus. À un moment donné, il dit « c'est mon projet !» Et il part dans les aigus, et ça a été évidemment souligné dans tous les médias, après quoi il a pris un coach vocal qui lui a appris à placer sa voix, etc. etc. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux hommes politiques qui ont été taclés sur leur voix. Macron à partir du « c'est mon projet » et François Hollande. Et pour l'un comme pour l'autre, notamment pour Macron, sa virilité a été sujette à caution. Rappelez-vous que dans le même temps, durant cette campagne, on avait dit d'Emmanuel Macron que Brigitte Macron était une couverture, que ça n'était pas vraiment sa femme, mais qu'il était en couple avec Mathieu Gallet à l'époque, etc. Donc voilà, des personnages dont la virilité n'est pas une virilité ostentatoire. Idem pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui voulait du rouge, du steak et puis je ne sais plus quoi d'autre, et François Hollande à côté qui avait une incarnation qui était beaucoup moins dans la virilité ostentatoire. Donc quand on tacle des hommes sur des problèmes de voix, souvent c'est aussi une façon de pointer leur absence de virilité. Et je trouvais ça assez intéressant. Bon, j'ai jamais entendu parler de ce type de questions vis-à-vis de Sarkozy, de Gaulle, de Chirac, certainement pas. Donc voilà, c'est quand même très très orienté. C'est quand même toujours en lien avec cette question d'absence de virilité et de binarité. L'essai de Marlène Coulon-Gully, Sexisme sur la voie publique, est publié aux éditions de l'Aube. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée jeudi 14 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.